les pays de l'Union européenne, il y a un certain nombre de mouvements politiques, de responsables politiques qui considèrent que la politique diplomatique européenne est une catastrophe. Voilà, et qu'elle mène à la guerre et qu'il y a une autre politique possible avec la Russie, tout en préservant ses intérêts, en défendant ses intérêts, arriver à pacifier et à, je dirais, au moins neutraliser les relations avec la Russie. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Pour cela, aujourd'hui, je reçois Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles, et pour commencer, est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs ? Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Oui, d'abord, bonne année à tout le monde, ceux à qui je n'ai pas encore pu souhaiter la bonne année. Très positive sur le plan personnel, professionnel, et puis aussi on pense à notre cher pays, la France, pour qu'on arrive à le redresser quand même un peu plus qu'en 2024. C'est une absolue nécessité. Et tous ceux qui regardent Omerta, quasiment, sauf deux, trois haters, sont des amoureux de la France et des patriotes sincères, et donc il faut que tous ensemble on s'y mette. Voilà, en attendant, l'équipe d'Omerta est retournée en tournage un peu partout sur différents sujets, donc sur des sujets nationaux, sur des sujets internationaux. Je me trouve en Russie, vous le savez, pour ceux qui ont regardé le live, et en Russie, sous des conditions extrêmes, vous voyez, je ne mens pas, on est en pleine tempête de neige. On est en pleine tempête de neige, mais l'avantage de la Russie, d'ailleurs comme les États-Unis, c'est que le diesel est encore autorisé, les SUV aussi, et donc on arrive même dans des conditions extrêmes à faire son travail et à se déplacer et à faire des reportages. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, même aux haters d'ailleurs, c'est important, je les invite à s'abonner à cette chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer de la développer et de se procurer notre dernier magazine anti-mondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe, qui est dès à présent en kiosque avec des interviews exceptionnelles de Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien, mais aussi de Tommy Robinson et bien d'autres, Michel Onfray, Mathieu Bock-Côté, etc. Voilà. Numéro exceptionnel qui a demandé 4 mois de travail. Il est en kiosque, ou encore mieux pour ceux qui le peuvent, abonnez-vous via notre site internet www.omertamedia.fr pour recevoir le magazine régulièrement. C'est un trimestriel et avoir accès à toutes nos productions vidéo. Charles, ce mardi 6 janvier, la plupart des dirigeants européens ainsi que les émissaires américains se sont réunis à nouveau à Paris pour discuter de l'avenir de l'Ukraine. On voit que justement dans cette coalition des volontaires, Paris, Londres et Berlin dominent largement la prise de décision. Quid du reste de l'Europe ? Alors oui, dans cette coalition, on a effectivement le noyau nucléaire, vraiment le moteur de cette coalition, qui aurait bien du mal à avancer s'il n'y avait pas ces 4 pays qui poussent. France, Allemagne, Grande-Bretagne et Bruxelles. Euh, c'est un jouet depuis le début de la guerre. Ça l'est devenu encore un peu plus avec l'arrivée de Merz, le nouveau chancelier allemand. Ça l'est devenu encore un peu plus avec l'arrivée de Starmer aux États-Unis, en Angleterre. Et surtout, puisque c'est Emmanuel Macron, le président français, qui encore une fois est à l'initiative de l'organisation de cette conférence à Paris, c'est devenu pour lui un jouet, même une bouée de sauvetage qui fait oublier le naufrage total de la Macronie, de ses gouvernements et de ses leçons de morale sur tous les sujets depuis 8 ans. Il ne lui reste que l'Ukraine pour trouver un sujet consensuel, pense-t-il, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de Français qui se posent des questions et qui remettent en question la version officielle et qui ne soutiennent pas l'Ukraine, ou au moins qui ne prennent pas position. Mais il pense que c'est un sujet, parce qu'effectivement, dans la classe politique, je dirais de l'extrême gauche à la droite nationale, il y a un quasi-consensus autour de la question ukrainienne, donc il ne prend pas beaucoup de risques, et surtout, il prépare l'après. L'après, évidemment, c'est toujours moins de souveraineté, toujours plus de fédéralisme. Ce qu'ils sont en train de préparer, on le voit, parce que tout ça, on voit que la guerre en Ukraine permet de mettre en place un certain nombre de jalons vers en fait une Europe fédérale, hein, c'est ça. Donc ils ont commencé avec les secteurs qui collaient à la thématique ukrainienne, c'est-à-dire le renseignement, la diplomatie, la défense.
la coalition des volontaires, c'est un peu ça, c'est essayer par la practice de mettre en place une armée européenne qui est je dirais une marotte depuis très longtemps. Là, l'idée, c'est de pouvoir avancer là-dessus et de structurer une Europe de la défense et une armée européenne contre la Russie en soutien à l'Ukraine. Donc, c'est une réunion de plus et une réunion effectivement. Alors, je passe quand même, mais bon, c'est quand même drôle, il faut quand même le rappeler que Emmanuel Macron, et d'ailleurs, pas que lui, mais lui, c'est vraiment le plus en pointe sur le sujet. Comme c'est son sujet, c'est son bébé et c'est ce qui va lui permettre, pense-t-il, de sauver son avenir politique et de lui donner une place peut-être de chef des armées européennes, pense-t-il, ou voire de remplacer Ursula von der Leyen. On voit qu'il est toujours dans l'affectif, dans l'émotionnel, il touche systématiquement, il se frotte. J'invite nos auditeurs pour comprendre franchement la psychologie, parce que ça dit beaucoup quand c'est un sujet sérieux. Vous voyez, quand on regarde Trump ou Poutine ou le Chinois, dans des sujets militaires ou des questions stratégiques, il y a pas ça. Les gens se comportent normalement, c'est des poignées de main franches, viriles. Il n'y a pas de comme ça de cinéma, de larmes à l'œil, de sourire, de regard mutin. Ça n'existe pas chez les gens sérieux. Mais comme les dirigeants européens sont très éloignés de cette guerre et que pour eux cette guerre c'est l'occasion de, comment dirais-je, de s'opposer à la Russie, de résister à Donald Trump et de préparer la grande fédération européenne dont il rêve, eh bien effectivement, c'est un moment de joie en fait, c'est un moment très positif. Alors évidemment, il n'en est rien sorti parce qu'on en est exactement au même point qu'on y était il y a 6 mois, il y a un an. C'est-à-dire, ils ont signé une déclaration d'intention dans laquelle ils disent qu'ils vont déployer des troupes en Ukraine après un cessez-le-feu. Donc il y a vraiment, c'est encore une fois purement de la communication. L'idée là, c'était d'associer Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont les deux émissaires américains, et un peu de les prendre à témoin et effectivement de montrer aux Américains présents à Paris que les pays de la coalition étaient prêts à envoyer des troupes en Ukraine. Voilà. Donc sur le fond, il n'y a rien de neuf. Et effectivement, il y a des pays qui sont réservés, voire même qui sont contre, qui refusent d'envoyer des troupes en Ukraine, y compris après un accord de paix, dont l'Italie de Giorgia Meloni, qui a une position extrêmement équilibrée sur l'Ukraine. Évidemment, elle ne s'est pas mise à dos Bruxelles, von der Leyen, dont elle a besoin pour un certain nombre de sujets, notamment sur la question migratoire, mais aussi sur les questions économiques. Donc, malgré la proximité de l'Italie et de la Russie, de Salvini, de Berlusconi avec Poutine, Giorgia Meloni, stratège et prudente, a décidé de ménager Bruxelles. Mais de l'autre côté, elle est extrêmement proche de Donald Trump. Et évidemment, elle est proche de la diplomatie de Trump. Ce qui veut dire qu'il est hors de question pour elle, aussi parce qu'elle n'insulte pas l'avenir et parce qu'elle sait ce que l'industrie italienne a gagné avec le gaz russe et d'autres choses, elle se garde bien de vouloir participer à l'escalade et d'envoyer des soldats italiens en Ukraine. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a le Hongrois, il y a le Slovaque. Il y a beaucoup d'autres pays je dirais, qui acceptent du bout des lèvres ou qui laissent faire du bout des lèvres parce qu'ils ont peur des foudres d'Ursula von der Leyen. C'est pas Emmanuel Macron qui leur fait peur, c'est Ursula von der Leyen, parce que derrière, on a les crédits, les subventions, etc. etc. Voilà, mais qui ont compris que tout ça allait dans le mur et que, je dirais, la démarche des quatre qu'on citait tout à l'heure est une démarche intégralement idéologique, intégralement radicale, qui en fait pousse à la guerre et pousse à une dégradation de la situation. Je dirais c'est une forme de pari. Alors ça peut être un pari gagnant si l'Ukraine résiste à la Russie et que cette dernière s'effondre. Et si la Russie gagne, est prête à la guerre, peut continuer la guerre encore 1 ou 2 ans et au final gagne sur la ligne de front, eh bien ce sera non seulement une humiliation, mais je le dis aussi, c'est le thème du magazine, ce sera certainement le commencement de la fin pour l'Union européenne, puisqu'en embuscade dans les pays de l'Union européenne, il y a un certain nombre de mouvements politiques, de responsables politiques qui considèrent que la politique diplomatique européenne est une catastrophe. Voilà, et qu'elle mène à la guerre et qu'il y a une autre politique possible avec la Russie
tout en préservant ses intérêts, en défendant ses intérêts, arriver à pacifier et à, je dirais, au moins neutraliser les relations avec la Russie. Voilà, donc tout ça est à suivre. Et Paris, voilà, c'est du show pour les caméras et pour continuer à expliquer à tout le monde qu'il faut payer, continuer à payer pour l'Ukraine. Alors justement, vous en avez parlé, mais lors de cette réunion, Emmanuel Macron a affirmé qu'un engagement américain serait garanti en cas de nouvelle attaque russe. Mais concrètement, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle d'un soutien militaire, d'une dissuasion ou d'une intervention militaire directe sur le terrain? Tout ça n'est pas précisé, donc c'est un soutien. Alors, vraisemblablement, on pense à un soutien logistique, puisque les Européens n'ont quasiment pas de capacité de projection. Pour envoyer les troupes françaises en Ukraine, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas de moyens de quasiment pas de moyens de transport aérien. Enfin, tout est. Seule l'armée américaine, en réalité, dans le monde, est capable de déployer des dizaines de milliers d'hommes en quelques semaines sur un théâtre d'opération. Voilà. Les autres n'ont pas la logistique, ils n'ont rien du tout. Donc, on pense au moins à ça. Donald Trump a dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains sur le sol ukrainien. Donc, on peut penser aussi aux renseignements. Ça peut en faire partie. C'est déjà le cas. Les Américains fournissent pour le moment toujours du renseignement satellitaire à l'Ukraine. Et puis peut-être effectivement la fourniture de matériel. Mais il faut bien comprendre, j'espère que je vais être assez clair sur ce point avec nos auditeurs, c'est que euh, l'accord de Paris, là, ce qui a été signé, n'est mis en place qu'à la signature d'un cessez-le-feu ou la signature d'un accord de paix. Mais les Européens, les Occidentaux, mettent la charrue avant les bœufs. Et ils le savent très bien, puisque aucun accord de paix, aucun cessez-le-feu ne sera signé par les Russes tant que les Russes et les Ukrainiens ne se seront pas mis d'accord sur les points d'un accord, sur les points de négociation. C'était le plan de Trump, de russo-américain, proposé à Zelensky. Donc, en fait, c'est une déclaration d'intention en l'air parce que je peux vous le dire, puisque je suis en Russie, j'ai quand même pris la température depuis quelques jours. Les Russes, s'il n'y a pas de concession de la part des Ukrainiens, notamment sur la question de Donbass, ne signeront pas un cessez-le-feu ou un accord de paix. Voilà. Donc, cet accord de Paris ne sert absolument à rien. Et soit ce sont des crétins, soit ils sont extrêmement naïfs et ils ne comprennent pas qu'en fait, la priorité pour eux devrait être de négocier et de trouver un terrain d'entente avec les Russes. Ça, évidemment, ils ne veulent pas en entendre parler, puisque je l'ai dit, je le redis, et on l'explique sur Omerta. Il y a un an, on faisait un numéro du magazine qui s'intitulait Ukraine 3 ans, la guerre sans fin. Oui, la guerre sans fin, bien sûr. Il n'y a pas de fin à cette guerre pour le moment, tant que les Européens ne décident pas de négocier sérieusement avec les Russes et ne demandent pas ou n'obligent pas Zelensky à négocier avec les Russes. Et évidemment, tout ça, je le dis, alors je ne pense pas que ce soit crétin en réalité, je pense qu'ils savent tout ça, ils savent très bien tout ça, les Européens, mais je l'ai dit aussi il y a quelques semaines, l'objectif de tout ça, de ces accords, de faire venir les Américains à Paris, c'est de gagner du temps pour expliquer que finalement cette guerre, enfin la négociation ne peut pas être menée à son terme. Voilà, j'en veux pour preuve que Zelensky a déclaré il y a 3-4 jours qu'en cas d'échec, je cite, en cas d'échec de la diplomatie pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, son pays devra continuer à se défendre. C'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement ce que les Européens veulent. Les Européens et Zelensky veulent continuer la guerre contre la Russie. Un, je l'ai dit, c'est leur bouée de sauvetage politique. Deux, c'est une guerre idéologique et ils ont la même contre Donald Trump, simplement pas avec les armes. Et Donald Trump est un ennemi idéologique au même titre que Vladimir Poutine et la Russie orthodoxe conservatrice est un ennemi idéologique pour les Européens. Et trois, c'est leur intérêt au niveau européen, évidemment, de continuer le plus longtemps possible à soutenir l'Ukraine, à envoyer l'argent. D'ailleurs, une bonne partie de cet argent et de l'aide disparaît. On sait qu'il y a des scandales de corruption. Visiblement, ça n'a pas l'air de gêner les Européens. Les remarques je dirais, sont très légères à l'endroit de Volodymyr Zelensky. Pourtant, cette corruption qui se compte en centaines de millions d'euros
touche son plus proche entourage, son ancien associé Mindich, réfugié en Israël, qui 24 heures avant la perquisition a été prévenu, a eu le temps de prendre l'avion pour Tel Aviv. C'est quand même étrange. Son ancien directeur de cabinet. Et on l'a vu, je l'ai vu ce matin dans la presse, on cherche 90 millions d'euros d'armes données à l'Ukraine qui ont disparu. Donc, vous imaginez le nombre de fusils d'assaut, de lance-roquettes, de grenades que ça fait qui sont dans la nature aujourd'hui. À quel pays tout ça a-t-il été revendu? On aimerait bien le savoir. Tout ce que je dis là, évidemment, on effleure, on creuse ces sujets chez Omerta, ça prend du temps, mais on fera un numéro spécial là-dessus. Mais tout ça, j'en prends le pari tout de suite, c'est la base, ce sont les éléments pour les futurs scandales qui toucheront l'Union européenne, les aides européennes à l'Ukraine, les aides françaises à l'Ukraine, dans 1, 2, 3, 4 ans, quand la guerre se sera terminée, qu'on pourra ouvrir les dossiers. C'est une bombe à retardement. Voilà. Ils en sont certainement conscients. Simplement, je le redis, un peu comme pour les Russes qui n'ont pas le choix d'aller au bout de cette guerre et finalement de la gagner pour pouvoir tordre le bras des Européens et des Ukrainiens et obtenir ce qu'ils veulent. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Ils ont fait le pari qu'il fallait tordre le bras à la Russie pour finalement survivre et imposer leur idéologie. Mais donc, Charles, finalement, pourquoi préparer aussi activement cette après-guerre alors qu'un cessez-le-feu paraît aujourd'hui, vous l'avez dit, très très éloigné? Ils ne peuvent pas préparer l'après-guerre. En fait, l'après-guerre, ce sera la victoire de la Russie et l'humiliation d'une partie de ce quatuor européen, avec une frontière qui pourra certainement être d'ailleurs sur le Dniepr, frontière naturelle. Ou alors ce sera le contraire, ce sera la victoire sur la Russie, et là effectivement, avec des conséquences géopolitiques, non seulement en Europe, mais évidemment sur tout le continent, qui seront gigantesques. Voilà. Donc, ils ne préparent pas l'après-guerre, ils préparent la continuation de la guerre, et ils préparent, en fait, ils veulent neutraliser Donald Trump. C'est-à-dire que la position idéale pour les Européens et pour Zelensky, c'est pas d'obtenir davantage d'aide de Donald Trump, c'est que Donald Trump continue à fournir l'aide qu'il fournit en ce moment. Et entre guillemets, l'aide, c'est-à-dire l'aide satellitaire, ça coûte rien, c'est pas facturé par les Américains aux Ukrainiens ou aux Européens, mais surtout la vente d'équipements militaires. En fait, tout ça est fait pour que Donald Trump leur permette de continuer à acheter des armes américaines hors de prix. Et pourquoi? Parce que les Européens sont incapables d'en produire. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent continuer la guerre à tout prix jusqu'au bout, mais ils n'en ont pas les moyens. Et simplement, pour pouvoir continuer à faire la guerre, à faire joujou, ils doivent convaincre Donald Trump de rester, je dirais, dans une position neutre ou de se mettre en retrait. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il n'y a pas de... Vous imaginez bien qu'idéologiquement, qu'est-ce qui relie Emmanuel Macron à Donald Trump? Absolument rien. Voilà. Donald Trump fait partie pour Emmanuel Macron de cette internationale réactionnaire comme Viktor Orban, comme Giorgia Meloni et comme d'autres. Donc là, on est dans de la manipulation. Ils essaient de calmer Papy. Hein, ils essaient de calmer Daddy. Et pour calmer Daddy, il faut dire, il y a deux grands frères qui sont en train de se taper dessus. Daddy, mets-toi sur le côté, regarde et regarde qui prend le dessus sur l'autre. C'est exactement ce qu'ils veulent. Voilà. L'argent américain, il n'y en a plus. Depuis que Biden est parti, il n'y a plus d'argent américain. Et pour l'instant, en raclant les fonds de tiroir et en faisant des emprunts, en échouant à mobiliser les fonds russes gelés en Europe, ils ont réussi à envoyer 110 ou 130 milliards d'euros, ce qui leur permet de continuer la guerre pendant 2 ans. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils sont gênés. C'est plus l'âge d'or de Joe Biden quand tout le monde expliquait, y compris sur les plateaux de télévision, que la Russie, que la contre-offensive ukrainienne allait mettre l'armée russe à genoux et qu'ils allaient reconquérir jusqu'à la Crimée, et que Zelensky disait qu'il allait se baigner dans la mer Noire sur une plage en Crimée. Tout ça, on en est loin. Ils essaient de sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est continuer à faire la guerre. Voilà. Et donc, dans ce contexte, la déclaration de Paris qui a été présentée par le général Mandon, justement ce mardi 6 janvier, n'a pas de vrai objectif?
tout ça, c'est juste montrer à quel point Emmanuel Macron est dynamique, à quel point il fait consensus autour de lui avec les dirigeants européens, et à quel point il sauve la démocratie, à quel point il protège la France d'une menace russe, des chars qui débarqueraient à Paris, blablabla. Bla. On a déjà entendu. Bon, personne n'y croit, évidemment. Euh, donc, communication, montrer que les Européens sont soudés et essayer de vendre le projet à l'opinion publique. D'ailleurs, Général Mandon, enfin, pour un chef d'état-major des armées, évidemment, il doit tout à Macron. Hein. C'est pas, je dirais, il y a certainement des militaires ou des officiers qui ont un peu plus d'expérience de combat que le général Mandon. Donc le général Mandon, c'est un VRP, c'est un commercial. Donc il prend sa petite valise et son képi et puis il va vendre du Macron. Voilà. Donc quitte à raconter n'importe quoi. En même temps, vu ses déclarations, je pense que et c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron l'a promu chef d'état-major des armées, c'est que je pense que tout ça, militaire comme civil, on est vraiment avec une bande, on le disait d'ailleurs, on en parlait avec les néoconservateurs, on est vraiment sur une bande de néoconservateurs et de progressistes qui, en fait, je dirais, c'est le combat de leur vie. Ils n'ont jamais mené aucun combat. Le combat de leur vie, c'est la guerre en Ukraine. Et là, voilà. Bon, après, je ne vais pas être trop méchant, trop caustique. On est à la fin de la semaine. Je vais attendre la semaine prochaine, on en reparlera, que ça bouge tous les jours. Et donc pour terminer cette émission, certaines opérations menées par les États-Unis, comme celle au Venezuela ou celle en ce moment au Groenland, peuvent-elles être utilisées par la Russie pour justifier sa position en Ukraine sur la scène internationale? Absolument. Ce qui est intéressant avec le Venezuela, l'intervention des forces spéciales américaines, c'est que Donald Trump, d'ailleurs, on peut ne pas être d'accord avec Donald Trump, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait. Mais du point de vue américain, si on se met à la place d'un Américain, ça se comprend tout à fait. En fait, Donald Trump veut régler un problème dans son étranger proche. Il veut régler le problème avec un voisin turbulent qui en fait le nargue et le défie. Eh bien, il intervient, il va neutraliser le président. Ça, c'est ce qui se faisait, y compris durant la période de la guerre froide. C'est-à-dire, en fait, un pays souverain, avec un dirigeant qui défend les intérêts de son pays, intervient et fait le ménage. Ça ne plaît pas aux mondialistes, parce qu'évidemment, dans l'agenda mondialiste, en fait, on fait exactement la même chose, voire même bien pire. D'ailleurs, bien pire. Il faut se rappeler de toutes les guerres que les démocrates ont enclenchées partout dans le monde. Il faut se rappeler des ingérences d'Emmanuel Macron à l'étranger, en Moldavie, en Géorgie, en Pologne, dans un certain nombre de pays européens. Ça s'appelle, du côté démocrate et du côté progressiste, ça s'appelle les révolutions colorées. C'est exactement la même chose. Je le dis en comparaison avec ce que fait Trump, c'est les démocrates, les progressistes, les Européens ont fait 100 fois plus et 100 fois pire. Là, Donald Trump n'a pas bombardé le Venezuela, il a été chercher son ennemi personnel. Mais évidemment, comme tu le disais, ça donne aux Russes je dirais, c'est une sorte de validation si un jour ils souhaitent se saisir de Volodymyr Zelensky ou le neutraliser. Évidemment, c'est une validation. Donc, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est passionnant, c'est ce qu'on suit chez Omerta en particulier, avec Régis Le Sommier, Aïcha Missi, etc., et toute l'équipe sur tout un tas de sujets internationaux, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. Avec le retour de Trump, vous voyez, aujourd'hui, les trois grandes puissances, Trump, Poutine et le Chinois, on a trois souverainistes, quelque part trois identitaires, même si les identités sont compliquées, sont diverses. Mais en fait, on a trois dirigeants politiques qui ont la stature pour rester dans l'histoire. Ce qu'on n'a pas en Europe et en particulier en France, parce que je pense que quasiment l'intégralité du personnel politique disparaîtra et personne ne se souviendra d'eux dans quelques années. Mais ces trois pays ont des dirigeants qui font le job. Donc, le retour, la validation, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que c'est la validation par la première puissance mondiale du retour à la souveraineté intégrale et à l'action, comment dirais-je, à l'action bilatérale
Et comme l'a dit Trump d'ailleurs, je n'ai pas besoin du droit international, j'ai ma morale. Mais ça, c'était le monde même de la guerre froide. Les États ont toujours fonctionné comme ça. On protège ses intérêts, on défend ses intérêts, les intérêts de son pays. On prend une décision, on intervient. Ça marche pas, on peut être contesté, etc. Mais au moins, il y a une action politique. Parce que ces dirigeants, et en particulier Trump, a le patriotisme chevillé au corps. Il ne travaille pas pour les intérêts russes, il travaille pour les intérêts américains. Et parfois, les intérêts américains le poussent à rediscuter avec les Russes et le poussent à intervenir pour régler un problème dans son étranger proche. Je le dis, du point de vue américain, je dirais, il fait ce pourquoi il a été élu. Voilà. Et du point de vue russe, effectivement, ça valide non seulement une action sur Volodymyr Zelensky, mais ça valide aussi l'intervention en Ukraine, évidemment. Mais je le redis, je conclurai là-dessus. Les Européens, vu ce qu'ils ont fait en Serbie, au Kosovo, plus récemment en Libye et en Europe et dans tout un tas de pays du monde, n'ont aucune leçon à donner, sachant que, je dirais, Donald Trump est cohérent en fait. Il est extrêmement pragmatique et c'est de la réelle politique. Les Européens donnent des leçons de morale à certains États et s'abstiennent d'en donner à d'autres. Du côté des pays du Golfe, par exemple. Hein. On n'est pas sur des modèles de démocratie. Ça peut tout à fait se concevoir, mais je dis que, contrairement à Donald Trump, les Européens sont souvent incohérents et en réalité toujours des manipulateurs sous couvert, pas au service des intérêts de leur peuple, mais au service de la manipulation pour un agenda qui n'est pas un agenda de leur pays respectif. Et quand je dis ça, je ne parle pas de tous les Européens, heureusement, je parle évidemment des 4 qu'on a cités en début d'entretien. Merci beaucoup Charles pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous. Je vous dis à très bientôt depuis les studios à Paris. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et procurez-vous le magazine en kiosque ou abonnez-vous sur notre site internet. Merci à tous. À bientôt.